Au sommaire de cette session d'information religion, l'organisation chrétienne de bienfaisance Blessing Mission International, BMI Côte d'Ivoire, a organisé un dîner gala pour mobiliser des fonds au profit des nécessiteux. Le programme 7 jours de croisade pleine de puissance, organisé par l'église anglicane Toussaint d'Abidjan, a connu son apothéose le dimanche 5 février 2017. En Afrique, en RDC, la mort d'Étienne Tshisekedi fait planer le doute sur la suite de la transition politique dans ce pays. À l'international week-end de campagne électorale en France, les principaux candidats à la présidentielle d'avril prochain étaient tous en meeting. En fin du sport, découvrons la très atypique équipe de Canelas, réputée comme la terreur du championnat portugais de football de 4e division pour son jeu réputé violent. Bienvenue et merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des Bénis. Nous ouvrons ce journal par le chapitre Religion. L'organisation chrétienne de bienfaisance Blessing Mission International BMI Côte d'Ivoire a organisé un dîner gala le samedi 28 janvier 2017 pour sensibiliser sur ses actions et aussi mobiliser des fonds au profit des nécessiteux. Armel Atsin y était pour Béni TV. L'hôtel Belle-Côte d'Abidjan Cocody a servi de cadre le samedi 28 janvier 2017 au dîner de bienfaisance de l'organisation chrétienne Blessing Mission International BMI. Le cadre feutré, les beaux cantiques et le copieux repas n'ont pas fait oublier le sujet principal de ce dîner, ressouligné par le président de BMI Côte d'Ivoire dans son discours de bienvenue. L'action humanitaire et son importance spirituelle a d'ailleurs été le thème développé par l'orateur du jour, le pasteur Firmin de l'église évangélique Le Jourdain. Je voulais que chacun de nous réalise que nous avons un devoir pour avoir rien que pour notre présence à ce dîner, pour cette invitation solennelle qui ne vient pas d'un semblable, mais qui vient en réalité de Dieu. Que chacun de nous réalise que nous pouvons être utiles à des hommes et des femmes qui croupissent dans les prisons, qui manquent de tout, qui n'ont besoin, parfois pour certains, que du minimum que nous pouvons aussi leur offrir. Cela ne sera pas simplement un acte de générosité volontaire ou personnel de notre part, mais cela sera aussi la volonté de Dieu. Sûrement, cet homme riche aurait mérité un autre traitement beaucoup plus, beaucoup plus courtois si il avait fait la volonté de Dieu. L'organisation de bienfaisance chrétienne BMI Côte d'Ivoire est active dans l'humanitaire au profit des malades et des prisonniers. Les actions de Blessing Mission International ont été présentées aux participants à travers un diapositive. Édifiés par cette œuvre gigantesque à accomplir, les nombreux participants se sont engagés à accompagner BMI Côte d'Ivoire. Nous avons passé un très bon moment et au travers de ce moment, véritablement nous aussi, nous avons eu l'appel du Seigneur pour véritablement le servir au milieu au sein de Blessing Mission. Quand nous regardons Blessing Mission, l'invitation que nous avons lancée, les frères et les sœurs sont venus de partout et vraiment nous sommes comblés de voir que l'amour de Dieu est dans le cœur des Ivoiriens, dans le cœur des hommes et des femmes qui sont sur cette terre. Et Dieu a mis son amour en nous pour que nous puissions aussi le manifester à l'égard de ceux qui connaissent Dieu et à l'égard aussi de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le programme dénommé 7 jours de croisade pleine de puissance organisé par l'église anglicane Toussaint d'Abidjan a connu son apothéose le dimanche 5 février dernier. Poursuivre, dépasser et récupérer, tel était le thème de ce programme qui a été suivi pour vous par Christian Brio. Poursuivre, dépasser et tout récupérer, un thème particulier et très bien développé à travers ce grand programme de 7 jours de croisade pleine de puissance organisé par l'église anglicane Toussaint d'Abidjan. L'apothéose s'est tenue ce dimanche 5 février 2017 avec la participation de tout le peuple. Louanges, pas de danse et haute articulation ont meublé ce merveilleux programme. Il place à la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Et le soin a été laissé à l'évangéliste Fabian Na, venu du Nigeria. My breakthrough to be bigger than what
À la suite de son message, tant de ministères et la présentation de plusieurs autres choses, le revenant Kenon Ugechuku a profité de cette occasion pour remercier l'Éternel pour ce grand programme. Really thank God for our program that just ended today. Nous remercions le Seigneur pour le programme qui vient de terminer aujourd'hui. For the success of the program. Pour le succès du programme. 7 days program. Un programme de 7 jours. On the theme Pursue, Overtake and Recover All. Sur le thème Poursuivre, récupérer tout. Which was organized by All Saints Anglican Church. Qui a été organisé par l'église anglicane Tous Saints Abidjan. We thank God so much for the attendance. Nous remercions le Seigneur pour les personnes qui sont venues. It was a powerful program. C'était un programme qui était puissant. Started last Sunday. Qui a débuté le dimanche dernier. Monday through this Sunday. Lundi et ça s'est terminé aujourd'hui. And today was wonderful. Et c'était merveilleux. And I believe that many souls in this country has received God's salvation. Et nous croyons que beaucoup d'âmes dans ce pays ont reçu le salut de Dieu. And many have been delivered from the powers of darkness. Et beaucoup ont été délivrés de la puissance des ténèbres. We encourage all of you who were in this program, and as many who will be looking and watching on the television, that you give your life to Jesus Christ. Embrace God this year 2017. Rendez-vous est donc pris pour les autres défis après ce grand programme pour la gloire du Tout-Puissant. Dans l'actualité africaine, rendons-nous en RDC où la mort d'Étienne Tshisekedi fait planer le doute sur la suite de la transition politique dans ce pays. Il faut le dire, le leader de l'UDPS était considéré comme l'artisan majeur de l'accord politique signé avec le pouvoir. La mort d'Étienne Tshisekedi fait planer le doute sur l'avenir de la transition politique en République démocratique du Congo. Le leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS était considéré comme le principal opposant au président sortant Joseph Kabila et l'artisan majeur de l'accord politique signé avec le pouvoir en fin d'année. On nous a arraché. Ce qui nous a fait mal et puis on ne sait jamais qui va le remplacer. Parce que tous ceux que nous sommes en train de voir, ce sont les traîtres. Les gens qui viennent pour chercher le pouvoir, pour chercher quoi manger, partager des gâteaux. Alors que c'était le contraire pour Étienne Tshisekedi. Pour preuve, vous avez vu, c'est à peine qu'il a accepté de négocier avec eux, avec le dictateur. Pour les analystes, le décès de l'homme politique de 84 ans pourrait compromettre la tenue de la présidentielle en décembre. L'une des raisons fondamentales étant que son parti ne dispose pas, a priori, de structure à même de lui survivre. Je pense que les hommes politiques de ces pays devraient faire un effort pour dépasser un niveau. Le niveau qu'ils ont actuellement, c'est un niveau que je peux qualifier de politique du ventre. Quand ils vont négocier, quand ils veulent faire partie d'un gouvernement, ce n'est pas pour l'intérêt du pays d'abord, c'est pour leurs propres intérêts. Qu'ils soient ministres, qu'ils puissent amasser une petite fortune. Et si ça continue comme ça, le pays va continuer à tourner en rond, il n'y aura pas d'évolution. Les militants de l'UDPS demandent quant à eux à la communauté internationale de veiller à l'application de l'accord du 31 décembre afin de pérenniser l'héritage démocratique de M. Tshisekedi. Au Nigeria, le président nigérien Muhammadu Buhari a prolongé son congé maladie. Selon un communiqué publié par son cabinet, cette prolongation était nécessaire pour une série d'examens médicaux. Le président Muhammadu Buhari diffère son retour au Nigeria. Selon son bureau, le chef de l'État a demandé dimanche au Parlement de prolonger son congé médical afin de compléter une série de tests médicaux recommandés par ses médecins. Le président Buhari avait prévu de retourner dans la capitale nigériane le 5 février, mais il lui aurait été conseillé de terminer d'effectuer tous ces tests médicaux. Âgé de 74 ans, Muhammadu Buhari s'est rendu à Londres pour un contrôle médical de routine, selon un communiqué précédemment publié par son porte-parole. Entamé le 23 janvier, ce congé de 10 jours ouvrables devait s'achever le 6 février. Les congés médicaux de Buhari ont suscité des discussions sur son état de santé dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. C'est la deuxième fois en un an que Buhari se rend hors de son pays pour un traitement médical. Au Niger, le cinéaste Mahamat Saleh Haroun est l'un des bénéficiaires du remaniement ministériel survenu dans ce pays. Le président tchadien Idriss Déby Itno a modifié son gouvernement après l'élection de son ex-ministre des Affaires étrangères à la tête de la Commission de l'Union africaine.
Il était attendu, Idriss Déby, le président tchadien, sur le remaniement ministériel du fait de la désignation de Moussa Faki Mahamat, le ministre des Affaires étrangères, comme président de la Commission de l'Union africaine et de la sortie du gouvernement de Mbogo Gabo Seli, l'ancien ministre des Finances. Mais l'ampleur du changement a surpris plus d'un, avec notamment l'entrée au gouvernement du réalisateur Mohamed Saleh Haroun, le prix du jury du Festival de Cannes en 2010 pour son film « Un homme qui crie » s'est vu confier le ministère du Développement touristique, artisanal et culturel. Engagé dans le respect des droits humains, il est aussi l'auteur du documentaire « Hissène Habré, une tragédie tchadienne » présenté à Cannes cette année sur l'ancien président tchadien. L'actuel ambassadeur du Tchad à Paris, Hissène Brahim Taha, hérite du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Finances est confié à Christine Georges Digabay, en provenance de l'Union africaine, tandis que le ministère de l'Économie et de la Planification du Développement revient à Ngeto Gambay, ancien fonctionnaire au FMI. Un ancien greffier, Hamad Mahamat Hassan, est nommé ministre de la Justice et garde des Sceaux. Un mot d'économie à présent, le Soudan du Sud veut tripler sa production de pétrole en la portant à près de 300 000 barils par jour d'ici 2018. Mais la guerre civile et les sanctions internationales se posent comme des obstacles à cette noble ambition. Le Soudan du Sud envisage de tripler sa production quotidienne de pétrole d'ici 2018. La production de pétrole s'établirait ainsi à 290 000 barils par jour contre 130 000 actuellement, une ambition audacieuse pour cette jeune économie. Dans le contexte actuel, effectivement, c'est très difficile, d'autant plus que c'est un pays en guerre et les rebelles ils ont déjà réussi à arrêter la production dans la région de l'Unité. Et dans la région des Hauts du Nil, là-haut, à côté de frontières avec le Soudan. Je ne sais pas comment, dans l'état actuel des choses, sans avoir faire la paix, on va pouvoir appliquer un pareil blanc, j'allais dire, une pareille impression. Le Soudan du Sud, pays indépendant depuis 2011, a hérité de 75% des réserves pétrolières du Soudan pré-sécession. Mais malgré cette manne, le pays continue de dépendre des infrastructures soudanaises pour l'exportation de pétrole. Depuis 2014, la chute des prix du pétrole sur le marché mondial a fortement impacté l'économie sud-soudanaise. Et la situation sociopolitique semble peu propice à l'augmentation de la production pétrolière malgré l'accord de paix signé en août 2015. Il n'y a pas d'accord de paix, il n'y a pas de perspective. C'est vraiment très difficile dans l'état actuel des choses. Tant qu'il n'y a pas de paix, tant que l'insécurité règne, ce ne sera pas possible pour le gouvernement de réaliser son plan par rapport à l'augmentation de la production. Atteindre l'objectif des 290 000 barils de pétrole par jour s'avère donc vital pour le financement du budget de l'État, puisque le pétrole représente 60% du PIB sud-soudanais. La guerre civile, qui a débuté en 2013, a incontestablement fragilisé l'économie de l'État, dont la principale ressource est l'exportation du pétrole, qui représente plus de 90% du budget national. À l'international, rendons-nous en France où le week-end dernier a marqué l'entame de la campagne des principaux candidats à la présidentielle française. 3 de ces candidats ont tenu meeting dans la ville de Lyon. Et comme Emmanuel Macron, tous ont promis le retour de l'espérance. À l'extérieur, tous ceux qui ne rentreront pas, leur champion leur adresse un message. Vous pourrez dire « J'étais là ». En toute simplicité, bien sûr. Merci à vous. Je leur ai dit qu'on était désolé parce qu'il n'y a que 8000 places à l'intérieur, ils sont près de 8000 dehors. Ce sont les chiffres de la police. Nous, on vous aurait dit beaucoup plus. À l'intérieur, il y aurait donc 8000 personnes. Emmanuel Macron veut ratisser large. Il va en livrer plusieurs illustrations. D'abord, il relate son dernier déplacement dans le bassin minier et cible la gauche de Benoît Hamon et son revenu universel. Vous savez, ils ne m'ont pas demandé le revenu universel. Ils l'ont. Ça s'appelle le RSA. Et si on savait le multiplier par 2, j'ose espérer qu'on l'aurait fait depuis longtemps. Puis une attaque à droite, il vise François Fillon. Lorsque certains voudraient dire qu'il y a un complot et que la volonté de transparence serait le complot ourdi par un camp. Quand ils font cela, ils mêlent l'indignité aux difficultés qu'ils vivent.
Le Benjamin des candidats s'en prendra enfin au Front National. Ils ne parlent pas pour le peuple, ils parlent pour eux-mêmes, de père en fille, de fille en nièce. Puis vient le temps du slogan de campagne. Emmanuel Macron manquera-t-il d'inspiration? Ce sera En Marche, dans le public de la ferveur. Je veux que mes petits-enfants, j'en ai 11, aient un avenir plus rieur, plus optimiste. Je veux attirer tous les gens de bonne volonté, les femmes et les hommes. Et parfois du scepticisme. C'est vrai que pour l'instant, ça reste encore un peu théorique. Je suis personnellement resté sur ma faim. Il reste 78 jours, conclut Emmanuel Macron, pour gagner, précise-t-il. De ces candidats, Jean-Luc Mélenchon aurait été certainement celui qui a défrayé la chronique. Il a fait le buzz en animant 2 meetings à la fois grâce à un hologramme. En arrivant dans une salle archi-comble, Jean-Luc Mélenchon se prépare à la surprise technologique du jour, 2 Mélenchon pour le prix d'un. Voilà le vrai qui arrive sur scène, pas peu fier de son effet, qu'il déclenche d'un claquement de doigts. Et maintenant, à Paris! Il apparaît près de Paris, à Aubervilliers. En 3D, l'hologramme insoumis fait son apparition dans la campagne. 2 Mélenchon, mais un seul discours pédagogique sur la transition énergétique, l'économie de la mer, le numérique et l'espace. Peu d'attaques, mais réservées en priorité à Emmanuel Macron et un message facile à décoder pour Benoît Hamon. Chaque fois qu'on nous tend la main pour nous proposer de faire tel ou tel bout de route ensemble, jamais aucun d'entre nous n'a jamais dit non. Mais il y a une chose à quoi nous dirons toujours non, ce sont les combines, les arrangements, les échanges de parties du programme un peu flous contre des circonscriptions législatives, des postes de ministres en échange de je ne sais quelle amnésie ou amnistie. De tout cela, il n'est pas question. Dans la salle, la tonalité est la même. Discuter avec Benoît Hamon, oui, mais Mélenchon doit aller jusqu'au bout. On attend un petit peu de voir ce que propose comme programme Benoît Hamon. Et ensuite, je pense que s'il y a lieu de discuter, ils discuteront. Jean-Luc Mélenchon est parti déjà en campagne avant Hamon. Donc pour moi, non, ça devrait être plutôt Hamon qui devrait se rallier à Mélenchon. Après ce succès public à Lyon, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le prochain grand rendez-vous du candidat sans son double sera la marche pour la 6e République, le 18 mars, place de la Bastille. En Espagne, l'ancien président catalan Artur Mas fait face à la justice espagnole pour avoir organisé des consultations sur l'indépendance de la Catalogne. Le début de son procès a été marqué par une grande mobilisation de ses partisans. Des dizaines de milliers d'indépendantistes catalans ont accompagné l'ancien président de leur région à l'ouverture de son procès. Artur Mas comparaît devant la cour d'appel de Barcelone pour avoir organisé en novembre 2014 une consultation sur l'indépendance de la Catalogne. Sont jugés à ses côtés l'ex-vice-présidente et l'ancienne conseillère pour l'éducation. La consultation avait été maintenue malgré son interdiction par la Cour constitutionnelle. L'initiative politique a été la mienne, à l'époque, en tant que président de la Generalitat de Catalogne, a insisté Artur Mas. Cela a aussi été une initiative de mon gouvernement. Mais je veux dire clairement, dès le départ, que les directives sont venues de la présidence de la Generalitat et donc de moi-même. Il encourt 10 ans d'inéligibilité et de mise au ban des fonctions publiques. Lors de cette consultation, 80% des participants s'étaient prononcés pour l'indépendance. Le successeur d'Artur Mas a promis un référendum en bonne et due forme, avec ou sans l'accord de Madrid. En Roumanie à présent, face à la pression de la rue, le gouvernement roumain a renoncé à son décret d'assouplissement de la législation anti-corruption. Mais les mobilisations de protestation n'ont pas cessé pour autant. Le gouvernement a cédé, pourtant la mobilisation ne fléchit pas. Pour la 6e nuit consécutive, les Roumains se sont rassemblés contre un décret visant à miner la lutte anti-corruption, comme ici devant le siège du gouvernement à Bucarest. Le gouvernement social-démocrate a enfin annoncé dimanche qu'il retirait le texte. Mais dans la soirée, on comptait 500 000 manifestants à travers le pays, du jamais vu depuis la chute du communisme.
Ce n'est pas qu'un décret, c'est plus que ça, dit ce manifestant, c'est toute une manière de faire de la politique. Franchement, on en a marre, c'est toujours la même chose. Si on est rassemblés ici, ce n'est pas que pour changer de gouvernement, c'est le peuple qui compte, pas juste un groupe de gars qui font les lois selon leurs intérêts. Ils essayent simplement d'échapper aux poursuites, explique cet acteur et chanteur célèbre en Roumanie. À mon avis, tout part de là. Ils ne veulent pas parler au peuple, ils ne veulent pas dialoguer. Sous couvert de désengorgement des prisons, le décret visait à réduire les peines pour corruption et introduisait un seuil minimum de préjudice. Fiers d'avoir fait plier l'exécutif, la plupart des manifestants ont maintenant un autre objectif, le faire chuter. Un mot de société à présent. En Russie, une nouvelle loi allège les peines contre les violences domestiques. Cette loi, adoptée par le Parlement, suscite déjà des inquiétudes avant même sa signature par le président Vladimir Poutine. Elle raconte son enfance heureuse et puis les coups qui commencent à pleuvoir. Alexandra a 13 ans quand son père commence à la battre. L'enfer physique et psychologique va durer 5 ans avant que la jeune fille ne quitte le domicile familial. Il me frappait toujours sur la tête. Parfois, il me frappait si fort que je volais à travers la pièce comme une balle de ping-pong. En 2015, environ 7500 femmes sont mortes de la violence domestique en Russie, d'après l'association ANA. Une toute nouvelle loi adoptée par le Parlement conservateur prévoit pourtant d'adoucir les peines prévues pour les agresseurs. Une simple amende au lieu de 2 ans de prison, sauf en cas de violence grave ou de récidive. Les conséquences pour les agresseurs sont plutôt sérieuses. Une amende de 78 à 471 € ou une peine de 5 à 15 jours de prison ou des travaux d'intérêt général. La loi, jugée encore trop punitive par l'Église orthodoxe, a provoqué un vif débat dans un pays où la violence domestique est souvent banalisée. D'après un rapport officiel, une Russe sur 5 a été battue par son compagnon au cours de sa vie. C'est un pas de plus en arrière car les femmes et les enfants se retrouvent sans protection. Il est apparemment difficile pour la société de comprendre que la femme victime de violences domestiques vit en réalité une situation de totale vulnérabilité. Même si elle a coupé tout contact avec son père, Alexandra souffre toujours aujourd'hui de dépression et de cauchemars. Elle craint aussi que la nouvelle législation ne renforce le sentiment d'impunité des agresseurs. Sur le continent américain, aux États-Unis, l'administration du président Donald Trump est engagée dans un bras de fer avec la justice. Le gouvernement Trump a saisi la Cour d'appel de Los Angeles pour faire appel de la suspension de son décret anti-immigration. Le bras de fer politico-judiciaire se poursuit aux États-Unis après la suspension du décret migratoire de Donald Trump. Le président américain et son administration attendent désormais la suite de la procédure, la Cour d'appel de San Francisco ayant demandé de nouveaux éléments pour confirmer ou infirmer sa décision. Hier, Donald Trump a fustigé sur Twitter la suspension du décret interdisant temporairement aux ressortissants de 7 pays musulmans d'entrer aux États-Unis. Il a ajouté avoir donné l'instruction de contrôler très attentivement les personnes arrivant sur le sol américain. Et le vice-président Mike Pence a lui fait le tour des plateaux de télévision pour dire sa frustration. « Nous allons gagner la bataille », a-t-il promis sur Fox News. En attendant, beaucoup de voyageurs ont profité de cette brèche, diverses compagnies aériennes acceptant de nouveau les ressortissants des pays visés. Mais la bataille juridique est loin d'être terminée. Refermons ce journal avec du football et la très atypique, voire insolite équipe de Canelas, équipe de 4e division du championnat de football au Portugal. Canelas est présenté comme la terreur de son championnat pour son jeu réputé hargneux, voire violent. Cette saison, ces footballeurs n'ont joué que 2 matchs, mais gagné 11 autres par forfait. Dans le nord du Portugal, la formation de la petite ville de Canelas fait peur aux autres équipes de la Ligue qui préfèrent boycotter son jeu réputé rugueux.
Résultat, ils occupent la première place du classement de la 4e division. On est une équipe agressive, une équipe racée qui joue avec passion, avec du cœur. Mais il n'y a aucun joueur qui rentre sur le terrain avec un bâton ou un pistolet. On joue au ballon comme tout le monde, mais parfois il y a des moments plus ou moins durs. C'est le foot, c'est comme ça. Cette équipe, composée en partie de supporters ultras du FC Porto, a défrayé la chronique depuis que des spectateurs adverses ont posté sur YouTube des séquences de jeu particulièrement musclées. 2 ou 3 joueurs ont un peu perdu la tête et on en fait tout un sketch, alors que ce ne sont que 5 minutes sur un match qui en compte 90, dans une saison qui compte des dizaines d'heures de match, puisqu'il y a 40 matchs à jouer. On ne parle donc que de 5 minutes au total. L'effet collatéral de tout ça, c'est que Canelas est aujourd'hui l'unique club portugais de district avec une renommée mondiale. Après 3 mois de boycott, Canelas a rencontré ce mois-ci l'équipe voisine de Candale. Une reprise importante pour le club et les quelques supporters ayant fait le déplacement. Le président de Candale reste fair-play. Pour lui, ces accusations ne sont que prétexte pour se débarrasser de Canelas, le petit outsider de cette ligue de district qui fait de l'ombre aux grands. Il y a des clubs qui ont beaucoup misé pour monter de division. Et ils se rendent compte qu'ils ne vont pas y arriver. Éliminer Canelas, c'est faire en sorte de pouvoir y arriver plus facilement. Mais ils ne vont pas y arriver car Canelas accumule les points et va passer. Ce n'est que justice. Pour se dédouaner, Canelas fait désormais filmer tous ses matchs par mesure de précaution et reste concentré sur son objectif principal, passer à la division supérieure. Avec les joueurs de Canelas, on peut le dire, à chacun son style footballistique. C'est ici que s'achève ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À bientôt.